Combien de temps va-t-on encore accepter? Combien de temps encore va-t-on accepter que la caste médiatique au pouvoir façonne les élections, les opinions? Laissons aux politiques la critique des désistements, des impréparations, de la démocratie confisquée ou le procès en non-représentativité de l'Assemblée. La première grande conclusion de l'épisode électoral passé est que la caste médiatique a œuvré pour instrumentaliser le vote des Français. De toutes ses forces et par tous les moyens, le parti des médias, quelques exceptions notables, a fait le boulot pour sauver le système en place. L'évidence est donc sous nos yeux. Le préalable à tout changement en profondeur de ces méthodes totalitaires est le renforcement de la presse libre et indépendante, la presse alternative dont TV Liberté, TVL est le vaisseau amiral. TVL parle déjà à des millions de Français en France. Il faut dorénavant que TVL soit entendu par des dizaines de millions de Français. TVL n'aura jamais l'argent de l'État, des banques ou des puissants. Il faut donc que TVL puise sa force auprès des téléspectateurs, devenus donateurs et membres d'une communauté solide, soudée, combative, les amis de TV Liberté. TVL doit donc franchir dans les mois et les années à venir des étapes nouvelles pour que tout change enfin. Défaire le parti des médias n'est pas un vain mot ou un souhait illusoire. Nous avons la possibilité de réduire son action néfaste et nuisible à une seule condition, votre soutien. Ce soutien n'est pas pour les mois ou les années à venir, lui, il est pour maintenant, car c'est maintenant que nous essayons, et non sans inquiétude, de boucler notre budget pour que dès septembre, nous soyons au rendez-vous. Alors, ensemble, poursuivons ce chemin pour se libérer des chaînes. Bonjour Guilain Benessa. Monsieur Bide, bonjour. Vous êtes docteur en droit public et avocat, vous êtes chargé d'enseignement à l'Université de Strasbourg. On vous donne nombreux essais, dont le dernier en date, celui que j'ai entre les mains. Il est réalisé avec le politologue Guillaume Bigot. On marche sur la tête, la France, l'Union européenne et les mensonges. C'est aux éditions L'Artilleur et c'est en vente sur le site tvl.fr dans la boutique de TVL. Nous enregistrons, et c'est important, Monsieur Benessa, cet entretien 2 jours avant le second tour des législatives dont les résultats restent et sont incertains. Cependant, ma première question va reprendre la conclusion de l'ouvrage. Si vous me permettez, vous écrivez « Soyons résolus à ne plus servir et redevenons un grand peuple qui, lorsqu'il s'embrase, sidère le monde et ouvre la voie ». Est-ce que le processus que vous appeliez tous vos vœux est en train de se réaliser lundi ou dans les mois à venir ou dans les années à venir, mais c'est inscrit. Alors, c'est une belle formule du général de Gaulle, avec laquelle Guillaume et moi avons terminé le livre. Alors, est-ce que ça va survenir ou surgir? Est-ce que ce feu va s'embraser? Est-ce que la France va s'embraser dans les jours qui viennent? Ça, difficile à dire. Par contre, ce qui est clair, à mon sens, c'est que les Français sont en train de découvrir, depuis quelque temps déjà, le feu couvait un peu et je pense qu'il y a un début d'embrasement, on verra plus tard. Je pense qu'il y a quelque chose qui couvait, qui tient à la découverte, une découverte qui crève les yeux petit à petit, c'est que en servant l'Europe, on ne sert plus la France. Et si on veut servir la France, on ne peut pas servir l'Europe. Et que l'entre-deux qui a prévalu durant longtemps, que tout le monde nous a vendu, pour être clair, c'est une boutique qui a prévalu de la gauche à la droite, c'est une boutique qui a prévalu évidemment au centre, à l'extrême centre. Emmanuel Macron est comment dire, l'incarnation d'une souveraineté partagée. Vous savez, souveraineté européenne, souveraineté française, tout se vend sous le même égide. Les Français se rendent compte, et tout le monde s'en rend compte que, parce que tout est en train de perler à tous les étages, parce que le RN, en réalité, je pense, est une force qui, quelque part, presque malgré elle, profite d'une déconstruction, d'un déclassement, d'une casse un peu générale à tous les étages, et on se rend compte que l'Europe, il va falloir maintenant s'y atteler vivement, s'y atteler franchement, mais que soit on s'attelle à ce duel, ce bras de fer avec l'Europe un jour ou l'autre, demain, après-demain, dans 100 jours ou dans 600, peu importe. Sinon, je pense sincèrement que c'est un suicide qui est programmé depuis longtemps et qui va se poursuivre lentement en toute tragédie tranquille. Vous savez, comme on vit ça depuis quelques décennies, c'est d'une tristesse infinie, mais il y a quelque chose qui commence à bouger. Alors, le réveil des amoureux de la France, on va dire ça très largement, et chacun se retrouvera dans ce terme générique. Est-il directement, pour vous, la conséquence de ce que vous appelez
En France, dans le cadre de notre nation, la rage sadomasochiste de nos gouvernants qui, depuis des décennies, prennent systématiquement le contre-pied des aspirations populaires. Je pense que c'est tout l'objet du bouquin, de ce livre On marche sur la tête, c'est de démontrer, avec des exemples simples, que dès que le peuple veut quelque chose, les élites font rigoureusement l'inverse. C'est presque un jeu, alors un jeu qui a éclaté depuis quelques années parce que ce soit sur les retraites, exemple frappant et un cas d'école ces dernières années, ou sur l'immigration, autre exemple frappant avec la loi immigration de Darmanin, on a un peuple qui dit une chose, les élites qui disent autre chose, sachant que, les élites effectivement ne veulent pas la même chose et que de deux, les élites françaises sont le joug des volontés européennes cachées derrière elles, enfin cachées. Derrière elles, on va rester comme ça. Donc, ce qui est clair, c'est que la rage sadomasochiste dont on parle dans le livre, celle qui me paraît la plus folle, la plus ancrée, la plus terrible, quelque part, c'est que les élites françaises ont appris, ont voulu, ont somatisé, ont digéré une influence européenne qui déteste fondamentalement les peuples, qui déteste les aspirations populaires. Ce qui fait que toutes les élites depuis 60 ans, et là on peut mettre la droite et la gauche dedans, ont appris à ne pas aimer leur peuple, j'allais dire, ont appris à ne pas aimer leur pays, quelque part, ont désappris ce qu'était la France, et au bout du compte, ne se rendent même plus compte de la traîtrise qu'il y a à suivre, quelque part, une doxa qui veut l'exact inverse, qui souhaite l'exact inverse de ce que veulent les peuples. Les peuples veulent la sécurité, on leur dit qu'ils n'ont pas le droit. Les peuples veulent moins d'immigration, on leur dit qu'ils n'ont pas le droit. Les peuples réclament, notamment en France par exemple, l'arrêt d'une réforme des retraites, qu'elle soit salutaire ou non, c'est pas le débat en fait. Mais le peuple dit j'en veux pas, on l'a fait quand même. Et petit à petit, les Français se rendent compte que, je suis persuadé, que cette volonté sadomasochiste de faire le contraire de ce que souhaitent ses concitoyens, c'est déjà d'une part une trahison du général de Gaulle, une trahison de nos institutions, une trahison de la France et au bout une trahison des Français. Mais comment vous expliquez le fait qu'ils continuent dans cette voie-là alors qu'ils ont des warnings, diraient les jeunes, c'est-à-dire des moments où on leur explique que les aspirations populaires, elles s'expriment contre eux. On peut remonter en 10 ans à la Manif pour tous, on peut aller au bonnet rouge, on peut aller aux Gilets jaunes, on peut aller à d'autres épisodes que vous rappelez, la révolte paysanne de 2023, plus récente, la crise des retraites. Comment vous expliquez le fait qu'à aucun moment ils ne prennent en considération ce qui est à leurs yeux et leur saute aux yeux et devient quelquefois dangereux? Alors, plusieurs facteurs, il y en a vraiment de nombreux. Première chose, je pense qu'il y a un mépris de classe. C'est très simple, ça. Je veux dire, c'est un mépris de classe. Le peuple, c'est pas bien. Le peuple, c'est le vulgum pecus. Je veux dire, c'est le moyen qu'on aimerait ne pas trop voir. Vous savez, la phrase de Benjamin Griveaux, cette France qui fume des clopes et qui roule au diesel. Je pense que ça, c'est vraiment on peut pas l'enlever. Il y a un mépris de classe. Première chose. Deuxième chose, et j'en ai été témoin, parce que vous savez, j'ai fait mes études il n'y a pas si longtemps, je veux dire, j'étais à la fac, j'ai entamé mes études de droit il y a 20 ans, et il m'est apparu sidérant que finalement, si vous voulez, la France elle-même, les intérêts français, les intérêts du pays, finalement, n'intéressent plus grand monde. C'est-à-dire, défendre son pays est presque jamais abordé. Le droit français disparaît derrière le droit européen. Le droit international prime sur le droit français. Vous savez que les experts du monde entier, ça vaut mieux que le paysan du Languedoc, vous voyez, ou que l'agriculteur alsacien, je veux dire. Et à ce niveau-là, il y a eu je pense que nos élites ont appris une leçon selon laquelle ce qui venait finalement du local ou du national, en quelque part, il fallait pas l'apprendre ou pas le garder. C'était l'époque d'avant, vous voyez, c'était une époque nauséabonde qu'il fallait directement, une bonne fois pour toutes, replier dans les livres d'histoire, ranger dans les livres d'histoire. Et d'autre part, je pense qu'à force de l'intégrer, de l'apprendre, finalement, ils ont considéré que c'était normal. Normal. Et quelque part maintenant, lorsque vous êtes un amoureux de votre pays, vous êtes une tâche indélébile, vous êtes un type qui pose problème, vous avez un discours problématique. Alors certes, ça revient un peu, il y a une espèce de retour de flamme par moment. Certains voient venir une jeunesse patriote qui fait bouger les lignes. J'admets que je sens quelque chose tressaillir, mais qu'à côté de ça, je suis sidéré par ce qui se passe à l'école, ce qui se passe dans les universités, la chape de plomb qui se poursuit, l'endoctrinement. Donc j'espère qu'il y a une résistance à ce niveau-là, parce qu'on a littéralement appris à ne pas aimer son pays et à lui préférer
finalement l'Union européenne, alors même que personne n'y comprend rien et que c'est une machine littéralement à nous faire perdre. On marche sur la tête. Alors, vous dites en gros, si j'ai bien compris l'ouvrage, qu'une des raisons de la prise de conscience finalement de nos compatriotes, la prise de conscience actuelle, c'est le sentiment que on n'a plus, ni vous, ni moi, ni nos téléspectateurs, barre sur notre destin et vous dites, voilà, le pouvoir, il est ailleurs. Et vous montrez tout particulièrement, vous dites, c'est l'Union européenne, vous ajoutez marché financier, la technocratie polyglotte, le forum de Davos, les comités d'experts, la nébuleuse des juges, et vous dites, comme dans X-Files, la vérité est ailleurs. Est-ce que vous pensez que vraiment les gens ont conscience de cela? Je pense que les gens ont conscience de... C'est le citoyen moyen français, et quand je dis moyen, il n'y a absolument aucun mépris de classe, justement. Je pense qu'il se dit, mais je veux quelque chose que les politiques ne font pas, vous voyez, sur tous les sujets. Là où ça me frappe, c'est que, fondamentalement, c'est que si on prend l'immigration est un sujet, j'allais dire dans l'air du temps, quelque part, mais enfin, tout le monde s'aperçoit de ce qui crevait les yeux depuis longtemps, c'est que la France est en train de changer et que, finalement, cette France qui change, on la voit tous, mais on a peu le droit d'en parler et certains démographes, vous savez, se font un joie de dire que ça n'existe pas. Vous savez, l'immigration, ça n'existe pas, le remplacement, ça n'existe pas, tout ça n'existe pas, c'est un idéal ou plutôt une chimère française, un cauchemar inventé par certains. Ce que je vois là-dedans, c'est que les Français s'aperçoivent des verrous, des impossibilités, des interdictions, de tout ce qui fait qu'on ne peut rien faire. Et ce qui m'a frappé ces derniers temps, vous disiez à l'instant, notamment la crise des agriculteurs ou d'autres crises parallèles, l'immigration, je reviens là-dessus, les Français ont entendu tout d'un coup parler d'un ouzbek radical qu'on n'arrive pas à renvoyer, d'un garde-frontière européen qui ne garde pas ses frontières, puisque en réalité il y a presque plus de frontières, enfin pas de frontières européennes, de frontières françaises qui n'existent plus, et les rares fois on essaye de les rétablir, le juge nous tape sur les doigts en disant on n'a pas le droit de rétablir les frontières. Donc le Français s'aperçoit de ça et se dit mais finalement, comment ça se fait qu'à tous les niveaux, on ne puisse rien faire, qu'il y a un blocage à chaque fois, qu'il y a une impossibilité par-dessus les impossibilités, par-dessus les impossibilités, et que tout ça ressemble à je dis ça dans le livre, à une guirlande de cadenas, parce que chaque verrou se superpose ou s'ancre les uns dans les autres, et qu'en quelque sorte, au bout du compte, on ne comprend plus rien. Je ne dis pas par là que les Français s'aperçoivent de la quantité du verrou, mais je pense que cette guirlande de cadenas, cette espèce de somme d'interdictions, elle crève les yeux maintenant et les gens disent, même sans des fois comprendre, il y en a juste marre parce qu'on marche sur la tête. On va revenir sur ces verrous, sur ces cadenas, c'est le terme que vous utilisez, mais j'ai envie de vous dire ce que vous dites là, il y a 30 ans, c'était jeune. Philippe Séguin disait l'Europe est le tombeau des peuples. 30 ans plus tard, on y est encore, ça n'a pas bougé, hein. Ah mais, vous savez, si on prenait le fameux discours de Philippe Séguin relatif au référendum exactement à l'Assemblée nationale sur le traité de Maastricht, il y a une phrase qui m'a spécialement interloqué quand j'ai relu le discours. Philippe Séguin, 1992, parle littéralement, pour désigner la construction européenne, il a cette phrase formidable, il dit « c'est la conspiration du silence ». La conspiration du silence. Donc il a admis, compris et surtout restitué devant les députés de l'Assemblée, il a restitué l'idée que tout s'est fait dans le dos des peuples par une conspiration dont presque personne n'a connaissance. Depuis, certains ont repris le flambeau, on en parle parfois. Mais je crois que le problème, et là il y a un entourloupe de l'Europe, l'entourloupe magistrale, c'est que l'Europe étant incompréhensible, l'Europe c'est des strates et des strates, de juges, il y a évidemment la Commission européenne, le Parlement européen qui ne sert à rien, les juges européens qui sont une nébuleuse, eux-mêmes qui voisinent, qui cousinent les uns avec les autres, parce qu'en fait c'est des bréviaires, vous savez, c'est un catéchisme qui se diffuse d'institution en institution. Si les Français ne saisissent pas, exemple à la pluie, retraite, immigration, énergie, je sais pas, climat, environnement, tout ce qu'on veut, évidemment immigration, sécurité, frontières, si sur chacun de ces sujets, c'est ce qu'on a essayé de faire dans le livre, de montrer avec des exemples concrets comment est-ce qu'on ne peut rien faire parce que l'Europe nous pèse, on risque de ressembler, vous savez, à des souverainistes mélancoliques qui pleurent la mort de la France, mais sans parvenir à expliquer pourquoi cette mort de la France, ou cette montée de l'Union européenne a pour conséquence que techniquement, pragmatiquement, une fois mis en application, cette Europe nous empêche dans chacun des sujets d'agir et de faire, tout simplement. Mais alors moi je veux bien tout cela, et vous dites on marche sur la tête, je comprends bien, et vous préconisez dans le livre que la France sorte de la prison Europe. Mais à cette taille près qu'on sorte, ça ne vous a pas échappé, des élections européennes, et que
hormis quelques formations politiques, toutes celles qui ont eu des élus, on va regarder que celles-là, considèrent qu'il n'y a pas d'avenir hors du repère dessiné par les institutions européennes. Comme vous le dites, l'Europe, tu l'aimes ou tu l'aimes ? Absolument, l'Europe, tu l'aimes ou tu l'aimes, c'est le mot d'ordre. Alors, pour être précis, là où on nous dit qu'il n'y a pas d'avenir sans l'Union européenne, pour moi, il n'y a pas... J'allais dire, je vais être un peu rapide, il n'y a pas de suicide sans l'Union européenne. En fait, en restant dans l'Union européenne, c'est la voie du suicide. Le problème, c'est que les partis politiques, on ne peut pas leur jeter la pierre forcément, plus ils s'approchent du pouvoir, plus ils s'embourgeoisent. Et plus finalement, ils sont perçus pour séduire, il faut... Vous savez, quand on se rapproche du soleil, on a peur que ses ailes commencent à brûler. Donc, on essaye de rentrer dans le cadre. Le RN, par exemple, en 2017, avait un certain discours, que ce soit sur la politique économique, évidemment l'euro, même le référendum, n'avait pas exactement la même position que le RN a aujourd'hui. Je pense que là-dessus, et peut-être qu'on aura le temps d'en reparler, mais je pense que là-dessus, le bras de fer face à l'Union européenne, parce que nous sommes la France, nous pouvons l'envisager, là où à mon avis d'autres pays ne peuvent pas le faire, un vrai bras de fer dur. Et de deux, je pense qu'il faut entamer une discussion de fond qui tend à la fois au délire des compétences de la Commission européenne, quant à l'inexistence du Parlement européen. En fait, les élections européennes, c'est des élections pour rien. On élit un Parlement qui n'a aucune compétence. Et surtout se rendre compte, derrière tout ça, s'il n'y a pas un discours critique, pédagogique, clair, à long terme, personne ne se rendra compte du suicide, personne ne se rendra compte du couvercle, et ça tiendra encore un peu. Alors oui, ça boue, mais tant qu'il n'y a pas cette pédagogie, par l'exemple, cette pédagogie par l'outil critique, cette pédagogie par les retraites, encore une fois, l'immigration, tous les sujets, je pense qu'on s'en sortira pas. Il faut une prise de conscience générale. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent, plutôt que d'essayer de faire exploser cette Union européenne qui bride les peuples, eh bien on va la faire imploser. Donc cette fameuse métamorphose de l'Europe de l'intérieur. Oui. Alors, je vais être clair, je n'ai pas l'habitude de ne pas répondre aux questions. Pour moi, simple, on ne peut pas la modifier de l'intérieur. Peut-être qu'on s'en rend pas compte à première vue parce qu'on se dit finalement tout ça n'est que du papier. Vous savez, le droit ce n'est que du papier. Les textes, les traités européens c'est du papier. Ça se déchire. Ça se déchire. Ça fait comme ça, c'est assez rapide. Ah, je suis complètement d'accord avec vous. Mais il y a deux problèmes. Il y a un problème de comportement. Je vais y venir au second, mais un problème de comportement. Nous avons oublié la noblesse de la désobéissance. Nous devons réapprendre à désobéir. Parce que nous sommes la France, nous avons le droit de dire à l'Europe « j'en ai strictement rien à cirer de ton morceau de papier ». Ça signifie qu'au lieu de gloser sur la couleur d'un paragraphe, une parenthèse de trop, une virgule à changer, un alinéa à enlever, ça c'est des miracles de jurisme, c'est une catastrophe politique, il faut apprendre à être désobéissant. Deuxième chose, il faut bien prendre conscience que l'Europe, pas récemment, depuis les années 60, chaque traité, chaque jugement rendu par les juridictions européennes, chaque décision prise, mais aussi chaque recommandation, qui a priori ne sont pas contraignantes, mais le sont indirectement. Toutes ces normes européennes, qu'elles soient contraignantes ou non, constituent ce qui s'appelle aujourd'hui l'état de droit, qui est sanctuarisé, j'allais dire sacralisé à l'article 2 du traité sur l'Union européenne. Cet état de droit, c'est très simple, vous en bougez un tout petit morceau, et vous prenez sur les paluches, même sur le visage, une procédure d'infraction. C'est-à-dire qu'on vous met à l'index, vous, État, on vous dit « stop, sinon tu vas payer jusqu'à 100 millions d'euros ». Là-dessus, si nous n'avons pas une position également désobéissante totale, en disant « c'est pas grave, je me fiche de savoir si je suis mis à l'index comme le mouton noir », rien ne sera possible. En gros, ça veut dire quoi ? Lorsqu'en 2005, Jacques Chirac nous disait, vous vous rappelez, lors du référendum de 2005, « attention à bien voter, oui, nous allons devenir le mouton noir de l'Union européenne », il faut réclamer la position du mouton noir et espérer que d'autres nous suivent. C'est par cette politique de l'exemple du mouton noir qu'on y arrivera. Il y a la noblesse de la désobéissance. Alors, vous parlez des cadenas, vous évoquez bien évidemment, et là, vous le faites à Bruxelles, la Commission européenne, l'Europe. Vous insistez dans l'ouvrage aussi sur, quoique caricatural, la CEDH, qui décide, et vous dites, elle décide, la France exécute, la CEDH, c'est la Cour européenne des droits de l'homme, et c'est pour vous un législateur occulte. Complètement. La CEDH, c'est un cadenas. Complètement. En fait, il faut bien comprendre que, et c'est simple comme bonjour, nous avons les cadenas européens et les cadenas français. Cadenas européen, la Commission au niveau politique, la Cour de justice de l'Union européenne au niveau du droit, et avec sa cousine, qui n'est pas la même institution, mais franchement peu importe, la Cour européenne des droits de l'homme. C'est très simple, la Cour européenne des droits de l'homme, c'est un arsenal de défense des droits des minorités, franchement on ne peut pas le dire autrement, qui vise littéralement à modifier
la législation française par la bande, c'est-à-dire lorsque la CEDH ne condamne pas la France, vous savez, ça m'intéresse beaucoup, je suis quand même juriste, ça m'intéresse beaucoup, c'est que lorsque la CEDH ne condamne pas la France, ça lui arrive, hein, on n'est pas toujours condamné par la Cour, la CEDH dit je vous condamne pas, vous Français, mais attention à modifier votre loi parce que potentiellement plus tard, je reviendrai sur la position que j'ai prise. Ce qui veut dire qu'on a soit une cour qui sanctionne immédiatement en législateur, j'allais dire presque frontal, soit une cour qui menace en disant « faites le job, hein, parce que 10 ans plus tard, vous inquiétez pas, vous serez condamné ». Et c'est là où je dis souvent à pas mal de gens qu'il n'y a pas de position intermédiaire. Soit vous désobéissez, soit vous attendez que le coup près tombe, parce que de toute façon, il finira par tomber. Si on vous laisse un peu de liberté aujourd'hui, vous savez, c'est la dernière cigarette du condamné. On va vous laisser votre cigarette. Mais vous êtes quand même derrière les barreaux. Moi, je comprends très bien cette guirlande de cadenas qui nous oppresse. J'en vois bien le détour et les détours. Mais dites-moi, est-ce que tout ça n'est pas forcément non plus de la faute de l'Europe? La France et certains Français ne sont pas quand même en reste. Il y a une phrase dans votre livre, vous dites si le cercueil a été taillé par Bruxelles, il a été clouté à l'étage en dessous, celui de la France. Et on peut quand même évoquer le rôle particulièrement néfaste, on le voit depuis des années, du Conseil constitutionnel présidé par Laurent Fabius. Et vous donnez l'exemple, par exemple, sur la loi de l'immigration. Non, on dit non au peuple. Exactement. Alors, il y aurait tellement de choses à dire sur le Conseil constitutionnel, c'est une arnaque de fond en comble. Alors, si je prends le cas vraiment du Conseil, 2 minutes sur le Conseil constitutionnel et la loi immigration. La loi immigration, concrètement, est une loi donc, voulue par Gérald Darmanin, ce qui est d'ailleurs très ironique, puisque Gérald Darmanin est aujourd'hui soutenu par le nouveau Front populaire dans l'entre-deux tours. Je veux dire, alors qu'il a été le fasciste en puissance pour la gauche pendant... Il y a pas longtemps. Je veux dire, cette loi, c'est il y a quelques mois, à peine, à peu de choses près. Cette loi immigration, globalement, voulait changer les choses. C'est-à-dire, on voulait formellement réduire un peu l'immigration, même s'il y aurait beaucoup à dire sur la réalité de cette loi. Mais quoi qu'il en soit, elle a eu largement l'assentiment des Français, malgré qu'elle soit imparfaite, on va dire ça comme ça, malgré son imperfection. Le Conseil est tombé derrière ça. Le Conseil est arrivé après les tractations qui ont duré des semaines jusqu'à voter cette loi, cette fichue loi. Le Conseil constitutionnel est venu. Et qu'est-ce qu'il a dit? Et en fait, c'est la même chose sur les retraites. Sur les retraites comme sur l'immigration, à chaque fois qu'une loi a été voulue par les Français, le Conseil a trouvé une manière de détricoter la loi. Sur les retraites, il a trouvé un subterfuge. Et sur l'immigration, merveilleux subterfuge, il a dit « Non mais attendez ». Votre loi, en gros, n'a pas l'intitulé qu'il faut, c'est ce qu'on appelle un cavalier législatif. Donc en fait, la loi n'a pas un bon objet, parce que l'objet n'est pas correct, il l'a retoqué quasi dans son intégralité. Enfin, le tiers de la loi a été retoqué. Et là où ça devient intéressant, c'est que le Conseil constitutionnel, à la fois fait le job de l'Europe, parce qu'il est clair que de toute façon, on aurait fini par être sanctionné par l'Europe au nom de cette loi, parce que cette loi, l'Europe ne l'aurait pas laissé passer. Donc le Conseil fait le job de l'Europe avant même que l'Europe n'ait besoin d'intervenir pour nous sanctionner, ça c'est merveilleux, et qu'en fait, cette anticipation des volontés européennes est l'apanage de la plupart des juges français. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a même pas besoin que l'Europe nous sanctionne. Nos propres élites parient contre nous. Nous avons été élevés par une élite qui, petit à petit, a si bien intégré la chose européenne qu'elle en vient à devenir, je dis ça dans le livre, une élite apatride. Elle a décidé de ne plus défendre les intérêts des Français à force de digérer les impératifs européens. Et Emmanuel Macron saborde sa loi sur l'immigration en comptant sur le Conseil constitutionnel. Exactement. Et alors là, ça c'est exactement. Alors ce qui était la trahison formidable, vous savez, on frappe quand même en 60 ans, hein, à peu de choses près. C'est beaucoup et c'est très peu. Il y a 60 ans, en quelque sorte, le général de Gaulle considérait que le président est le gardien des institutions. En somme, le Conseil constitutionnel, il n'en avait rien à faire. Il ne voulait pas du Conseil constitutionnel. 60 ans plus tard, le président de la République se cache derrière les juges, se sert du Conseil constitutionnel pour ne surtout pas avoir appliqué une loi dont il ne voulait pas dès le début. C'est merveilleux. Qu'est-ce qu'on fait concrètement, Guilain Benessa? Est-ce que, par exemple, on fait un référendum pour que le président de la République ait un droit de veto sur les décisions du Conseil constitutionnel, par exemple? Est-ce que c'est ça une solution? Je pense qu'il y a deux solutions. Pas deux solutions, c'est des solutions parallèles, mais tout s'interpénètre. Premier élément, ça va paraître tout simple, mais premier élément, rien, mais absolument rien, ne nous empêche aujourd'hui de partir bille en tête avec une idée simple, c'est que la Constitution, qui est le parchemin de tous les Français, c'est le parchemin suprême qui appartient au peuple souverain. Cette Constitution, elle prime sur tout le reste. Réapprendre que notre Constitution, envers et contre tout, quand bien même on l'a un peu détricotée, quand bien même elle comprend des articles et des modalités qui ne nous arrangent pas, parce qu'elle a intégré l'Europe et des choses comme ça, cette Constitution est le parchemin du peuple souverain qui doit primer envers et contre tout. Sinon, tout le reste, c'est des discussions de salon. En parallèle de ça, il est évident que le référendum comme outil premier pour se désengager potentiellement de questions européennes.
revenir sur des impératifs européens, que ce soit le droit du sol, l'immigration, peu importe. Tous ces outils, en parallèle, doivent être utilisés. Mais là où je pense que l'épreuve finale doit être faite, ou doit être menée, doit être conduite, l'épreuve finale, c'est que, en parallèle de ces réformes qui ne dépendent que de nous, que nous pouvons faire. Quand je parlais de désobéissance, c'est parce que, si évidemment, au premier pas de côté, au premier mouvement qui paraît curieux ou plutôt étrange après 60 ans de soumission, on a tout de suite, vous savez, le petit doigt sur la couture du pantalon en ayant une espèce de, comme disent les Anglais, de second thought, c'est-à-dire vous savez, de culpabilité en disant j'ose pas trop, l'Europe me regarde mal, je suis dans le viseur des juges européens. Si on a cette culpabilité, on ne fera rien. Donc il y a d'une part faire ce que nous pouvons faire en France et d'autre part se libérer, mais ça c'est une épreuve mentale, psychologique, se libérer de cette espèce de folie, de culpabilité, d'obligations européennes qui sont Benessa, un tombeau. Je comprends bien, mais vous ne me répondez pas à ma question. Si Jordan Bardella est Premier ministre, si Marine Le Pen plus tard devient présidente de la République, il y aura un Laurent Fabius au Conseil constitutionnel ou un factotum, il y aura un Didier Roland Tabuteau, militant gauchiste et woke, ou un autre qui sera au Conseil d'État. Et il faudra faire avec cela plus la presse et son coup d'État médiatique permanent, plus les juges, plus. Ces cadenas, on les fait sauter comment ? Ah, mais attendez, je n'ai pas dit que ce serait simple. Mais si vous ramenez pas à la niche certains juges, si vous ne touchez pas à l'autorité du Conseil constitutionnel, si vous ne commencez pas à dire, et je vais être clair, il y a 60 ans, De Gaulle, alors que le Conseil était déjà là, disait « j'en ai rien à cirer de la décision du Conseil constitutionnel ». Rien à cirer. Aujourd'hui, j'ai une position très simple. Le président de la République, s'il est élu, je ne parle pas d'un Premier ministre. Si vous gagnez l'élection présidentielle, que vous êtes élu, vous êtes légitime, vous n'avez pas... Je vais vous permettre un aphorisme à la François Hollande. Moi, président de la République, je refuse de reconnaître la supériorité du Conseil constitutionnel. Je n'ai pas à subir les décisions du Conseil constitutionnel. Est-ce qu'on peut soumettre un référendum ? C'est Bruno Maigret qui, dans un ouvrage, dit il faut soumettre, en même temps qu'on est président de la République, il dit voilà, il faut faire un référendum pour demander au peuple en disant voilà les règles que je veux rétablir pour pouvoir avancer. Absolument, parce que là, il existe déjà, parce que juridiquement, il y a des choses à faire, il y a une modalité, il y a des compétences qui nous restent, qu'on peut faire. Et d'autre part, vous savez, les limites d'un référendum, on dit on n'a pas le droit de faire un référendum sur l'immigration. Les limites d'un référendum sur l'immigration sont posées par le Conseil constitutionnel. Donc je répète ce que je dis, président élu, légitime, qui décide d'aller au front et qui dit « je n'ai rien à cirer de l'avis du Conseil constitutionnel sur le référendum que je m'apprête à organiser sur l'immigration », vous avez le début d'une solution. Par contre, la tempête, le politiquement correct, l'idéologie... Mais évidemment, factieux. Martial Bild, je suis d'accord avec vous. Mais vous savez, en 40, De Gaulle était un fou furieux parti tout seul à Londres. Je ne suis pas en train de dire que l'Europe est en train de... Je veux dire que c'est les chambres à gaz grâce ou à cause de l'Europe et que c'est la Shoah par la faute de l'Union européenne. Il n'empêche, en 40, De Gaulle est parti à Londres. Il passait pour un fou furieux. Il a dit « l'État c'est moi ». Il a refusé de reconnaître la légalité du régime de Vichy. Aujourd'hui, je ne crois pas que quelqu'un lui en faire grief rétroactivement. Nous avons la même opération à faire. Ce qui est illégitime n'a pas droit de citer. Ce qui est devenu légal sous prétexte qu'on l'a toléré, on doit un jour dire à ces gens, vous n'avez rien de légal parce qu'il y a une légitimité derrière, c'est celle des élections, du droit de vote, de la démocratie et du président de la République. Si on commence ces opérations-là par le bout, si on entame ce bras de fer, ça peut suivre. Si on décide de mener le combat de façon bourgeoise, c'est-à-dire de rester tranquillement dans son salon à dire on peut s'arranger avec tel juge, peut-être que ça passera. Vous voyez, des espèces de grignotages petit à petit, je vous assure, rien n'est à attendre parce que ce système européen est verrouillé de bas en haut, il est même assez génial dans sa construction et il interdira toute forme de marge de manœuvre. Voilà, écoutez, on a la marche à suivre pour ne plus marcher sur la tête. Merci Guillaume Benessa. Merci à vous.